Bonjour à tous, Ariane Wojtzakis, je suis directrice innovation à l'ANIA et je suis ici avec mes collègues d'INRAE, Graciela Alvarez et Denis Leduc qui est là dans la salle, pour vous présenter les méthodologies et outils du projet européen INAF pour vous permettre, pour aider les entreprises de l'agroalimentaire à décarboner leur chaîne de production. Alors tout d'abord, quelques mots. L'ANIA, qui sommes-nous? L'ANIA, donc, c'est le syndicat des industriels de l'alimentaire. Nous représentons toutes les entreprises de l'agroalimentaire, petites et grandes. Et en fait, nous sommes une union de syndicats. Donc, il y a 50 fédérations qui adhèrent à l'ANIA. Par exemple, et notamment l'ABEA est un syndicat de l'ANIA. Donc, si vous êtes adhérent à l'ABEA, vous êtes dans le giron de l'ANIA. Et nous sommes ravis donc de vous apporter notre expertise, notre accompagnement pour la transition, pour la qualité des aliments et pour l'innovation. Et en particulier pour l'innovation, donc nous pouvons vous aider dans la recherche de financement, dans le montage de projets, pour vous mettre en relation avec des équipes de recherche, des experts, pour faciliter donc vos projets d'innovation et d'industrialisation. Le rôle de l'ANIA, c'est aussi de faire partie de projets collectifs, notamment des projets européens, dont les résultats sont mis à disposition gratuitement pour les entreprises, pour l'ensemble des acteurs de la filière alimentaire. En particulier, donc, nous sommes partenaires de 16 projets européens, dont le projet INAF, qui va vous être présenté par Graciela Alvarez. Donc, ce projet vise à apporter des outils très concrets aux industriels, comme notamment un démonstrateur de pré-congélation par immersion. Donc, c'est des démonstrateurs qui sont développés par les chercheurs du projet INAF et dont la mise à disposition peut se faire auprès des industriels. Et enfin, Denis Leduc donc, vous nous présentera des méthodologies pour estimer les émissions de carbone et d'énergie afin d'aider donc à la décarbonation. Et donc, je passe tout de suite la parole à Graciela. On prendra bien sûr toutes vos questions à la fin des présentations. Merci. Merci beaucoup, Ariane. Donc, je suis Graciela Alvarez. Je suis directrice de recherche à l'INRAE, à l'unité de recherche en génie de procédés frigorifiques à Antony. Et c'est pour moi un grand plaisir aujourd'hui d'être là parmi vous pour vous présenter un projet européen qui s'appelle INOF, qui vise en fait à réduire les émissions de CO2 dans la partie chaîne d'approvisionnement alimentaire. Donc tout d'abord, oui, ma présentation va porter sur une part la présentation du projet dans les grandes lignes, quels sont les objectifs, quels sont les résultats attendus. Et dans un deuxième temps, je vais vous présenter un démonstrateur. On en a 21, donc je n'ai pas le temps de présenter les 21. Par contre, vous serez invités pour le 5 juillet au matin à Paris, à l'INRAE. Il y aura une journée de démonstration où tous les 21 démonstrateurs seront présentés. Il y aura un cocktail, un peu de champagne. Donc, tout d'abord, le projet INOF, comme je l'ai dit, pour situer les enjeux, le projet INOF, c'est vise à réduire les émissions de carbone de toute la chaîne d'approvisionnement juste après la ferme. Et pour situer les enjeux, il faut savoir qu'un tiers des émissions des gaz à effet de serre, ils sont produits par les systèmes alimentaires. Quand j'entends les systèmes alimentaires, il y a aussi la production dans la ferme, bien sûr, qui prend une partie, 13%. L'utilisation des terres aussi, qui prend 7%. Mais tout ce qui est après la ferme, c'est-à-dire quand on transporte les aliments vers l'usine, quand on les transforme et quand on les amène jusqu'au consommateur, ça prend quand même la différence de tout ça. Donc, c'est quand même assez important si on peut minimiser cette partie-là.
Alors, le projet ENOF, comme je l'ai dit depuis le début, son objectif, c'est de décarboniser la chaîne d'approvisionnement. Et notre objectif en 4 ans, c'est de donner des outils, de donner des technologies et des analyses, des fiches de feuilles de route aux industriels pour aider à la décarbonisation de cette chaîne. Et en fait, on sait très bien, l'objectif, c'est qu'à 2030, on réduise des 55% et une neutralité carbone en 2050. C'est des ambitions, c'est un projet très ambitieux. Okay. Alors, tout d'abord, nous commençons par effectuer ce qu'on appelle, nous, le mapping, c'est-à-dire à déterminer une ligne de base des émissions de CO2 depuis 1990 jusqu'à une référence 2019, que c'est à peu près une année charnière où il y a eu aussi le Covid. Donc c'est une année difficile aussi pour tout ce qui est émissions et un peu particulière. Et ensuite, nous, avec la connaissance et un modèle de prédiction, on essaye de voir qu'est-ce qui va donner 2030 et qu'est-ce qui va donner 2050 si on ne fait rien, si on continue comme on y va, ou si on change de technologie, ou si on applique des stratégies de décarbonisation. En fait, on va identifier quelles sont les technologies les plus impactantes, disons, et quelles sont les solutions, les différents plans B, plan C, plan D, pour augmenter les performances énergétiques et diminuer les impacts, et aussi simuler les scénarios de ce qu'on pourrait faire avant de faire un investissement ou avant effectivement d'adopter une nouvelle technologie. Donc, tout d'abord, on a commencé par effectuer ce qu'on appelle, nous, les feuilles de route ou les roadmaps. Et tout d'abord, on a effectué par secteur. Tous les secteurs, c'est-à-dire l'industriel, transport, distribution, stockage, retail, tout ce qui est supermarché, hein, et consommateurs. Donc, tous ces différents secteurs, nous les avons analysés en termes de quelles sont les différentes technologies les plus impactantes au niveau carbone et au niveau énergétique, quelles sont les différentes solutions aujourd'hui disponibles, c'est-à-dire on a besoin de technologies qui soient déjà à un stade de maturité assez élevé, puisque pour qu'on puisse les utiliser, hein, TRL 6 ou 7, et quels sont voilà, les bénéfices qu'on va en tirer. Et donc pour ça, on a effectué des revues technologiques pour chaque secteur. Donc on verra tout à l'heure qu'il y a un titre d'exemple pour les supermarchés où on a trouvé un large nombre de technologies disponibles. Et en fait, après, on modélise qu'est-ce qui se passe si on fait vraiment rien, qu'est-ce qui se passe à 2030, qu'est-ce qui se passe à 2050, et qu'est-ce qui se passe si on utilise cette technologie ou cette autre, et dans quel ordre. Parce que parfois, la combinaison de 3 ou 4 technologies, il va nous donner des résultats très importants. Et donc, pour donner des éléments de rétrofitage ou des changements de technologies dans les industries. Donc, comme je disais, j'avais envie de vous présenter un exemple qui est un peu compliqué d'un point de vue modélisation, c'est un supermarché. C'est-à-dire un supermarché, il va avoir non seulement, vous voyez, les équipements qui produisent du froid pour les meubles et des ventes, les chambres froides, il y a des fours qui produisent par exemple le pain ou les rôtis qui sont vendus, etc. Et il y a aussi la climatisation, il y a les bâtiments, il y a les gens qui rentrent et qui sortent. Et donc il y a tout un système, si vous voulez, qui est source d'énergie, des consommations d'énergie et des CO2. En fait, pour cela, on a pris 6 pays, 6 différents pays, et on a considéré 2 exemples de type de supermarché. Un supermarché de taille petite, c'est-à-dire moins de 600 mètres carrés. Vous voyez, c'est un petit, je ne dirais pas des marques, mais
une petite supérette ou bien un hypermarché de grande taille. Et donc, on analysait, par exemple, dans ces supermarchés, les différents échanges thermiques, énergétiques ont été modélisés en utilisant des logiciels de modélisation des bâtiments, de l'énergie des bâtiments, Énergie Plus, par exemple, où on tenait en compte la climatisation, donc les effets de la machine frigorifique pour les meubles des ventes, les fours, toutes les utilisations électriques variées et diverses, le nombre des clients qui passaient, etc., le climat extérieur, tout cela a été utilisé pour effectivement simuler qu'est-ce qu'on pouvait faire. Et on a vu qu'en faisant jouer différents changements, différentes combinaisons de changements, on pouvait arriver jusqu'à entre 55 et 94% d'économie d'énergie, ce qui est considérable, et du même ordre de grandeur pour la réduction d'émissions de CO2. Et en particulier, le plus impactant, c'était qu'il fallait changer, en particulier les fluides frigorifiques, qui sont, on le sait très bien, les fluides frigorigènes, ils sont, quand il y a une maintenance ou quand ils partent à l'atmosphère, notamment à titre d'exemple le 404A, ça fait 4000 tonnes pour 4000 kilos pour un kilo qui part à l'atmosphère. Donc effectivement, si on imagine utiliser des fluides naturels ou des fluides à faible impact, on a déjà un grand gain. Un deuxième point, c'est de mettre des portes dans les meubles des ventes. Ça, on pourrait imaginer que c'est des jeunes généralités, ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. On voit encore des supermarchés qui utilisent des meubles de vente sans porte, ce qui est un peu, pour ainsi dire, un petit peu difficile à comprendre parce qu'on imagine bien que c'est une machine frigorifique. C'est comme si on a notre frigo chez nous qui est ouvert en permanence. On va avoir du mal déjà à refroidir nos produits, mais d'autre part, la consommation énergétique, elle sera très très grande. Donc, sans compter que le confort des consommateurs quand on passe dans les allées froides est vraiment terrible. Enfin, quand c'est ouvert, on passe le plus vite possible dans les rayons. Et d'autre part, pour des équipements beaucoup plus performants, du type utilisation des pompes à chaleur haute température, par exemple, pour les systèmes de chauffage ou récupération des chaleurs dans les différents équipements. Donc, on voit qu'effectivement, dans cet exemple-là, on voit différentes villes. Donc, il y a Paris qui a effectivement les émissions les plus faibles parce que notre mode d'énergie, en fait, notre mode d'énergie, consommation énergétique, nous, on a un facteur qui est relativement faible compte tenu de l'utilisation de l'énergie en France, l'énergie électrique qui est produite d'une manière pas verte, je ne dirais pas que c'est vert l'énergie qui est produite en France, mais en tout cas l'impact au niveau CO2 est vraiment très faible. De ce fait-là, le magasin à Paris l'avait vraiment très, très peu. Mais par contre, d'autres pays ou d'autres systèmes, on voit vraiment les évolutions qui seront, il faudra faire des gros efforts pour arriver à minimiser la consommation d'énergie. Pardon. Dans le projet NOF, on a aussi, comme je vous ai dit, développé un grand nombre de démonstrateurs. Ce sont des systèmes industriels qui, dans les différents secteurs, qui ont été testés pour, disons, valider et voir qu'est-ce que ça pouvait apporter. Et sont d'une taille réelle, taille industrielle. Ils ont été intégrés et on les a étudiés expérimentalement. Et voici les 21 démonstrateurs couvrent différents secteurs et différents types de produits. Les procédés, on a des viandes, poissons, produits laitiers. Le transport, mais aussi, quand on dit procédés, c'est par exemple
pour des fruits, on a certains procédés qui ont été étudiés. Hein. Le transport, au niveau de transport, on a effectivement eu des transports qui ont été étudiés, des transports qui utilisent beaucoup d'énergie solaire, par exemple, pour une partie de la machine frigorifique en particulier. Le stockage et les supermarchés. Bon, les stockages supermarchés concentrent tous les produits qui sont présents dans le stockage et dans le supermarché. Et au niveau domestique, on a évidemment tous les produits sont concernés, mais en particulier, on est en train de développer un réfrigérateur qui sera capable de congéler partiellement certains produits dérivés de la viande ou du poisson pour permettre de prolonger la vie utile et éviter que ce produit soit jeté, de faire une extension de la vie utile du produit. Et avec ça, on a l'espoir que le consommateur ne va pas oublier non plus sa viande dans son conteneur qui est super chilling, qu'on appelle super chilling, mais qui va avoir l'opportunité de faire un autre plat la semaine suivante. Donc, comme je disais, on a 21 installations, 21 démonstrateurs qui sont dans le procédé, dans le stockage, dans le transport à distance courte, c'est-à-dire c'est la livraison, des petites livraisons, drive ou des choses comme ça, supermarché et domestique. Donc, on va passer à présenter un démonstrateur brièvement. Ce démonstrateur est développé par nos collègues norvégiens. C'est l'institut qui s'appelle SINTEF, donc c'est les coordinateurs de ce projet européen. Et en fait, ils ont essayé de tester qu'est-ce que ça pouvait apporter la congélation par immersion pour les poissons. Donc, comme on sait, on le sait, la congélation des produits de la mer, est vraiment très important dans le cadre des exports et surtout pour les pays nordiques. Et dans le cas d'études, on a utilisé la congélation par immersion pour deux types de poissons, le maquereau et les saumons. Et donc, on vous présentera l'idée principale, les premiers résultats et puis quelles sont les études subséquentes à effectuer. Donc, tout d'abord, pour situer les enjeux, les produits de la mer, les produits poissonniers pour la Norvège, c'est vraiment un des plus importants types de produits et les valeurs d'exportation sont, en termes de finances économiques, c'est très important. C'est un des principaux exportateurs des saumons, par exemple. Et également en termes de volume, mais aussi en termes de coûts pour l'économie norvégienne. Et en fait, on sait que ces poissons, ils partent non seulement en Europe, mais ils vont jusqu'au Japon, etc. Et donc, une des meilleures façons de conserver ces poissons, c'est une fois capturés, ça va être la congélation. Donc, et on sait très bien que pour situer les enjeux environnementaux, on a 2 millions de tonnes de CO2 en 2021 pour l'aquaculture en Norvège. Donc, on peut imaginer que ce type de projet les intéresse beaucoup. Alors, pour la congélation des produits de la mer, comme vous le connaissez très bien, je pense, c'est tout ce qui est les surgélateurs, soit par air forcé, soit surgélateur à plaques, donc dans lesquels deux plaques dans l'évaporation du liquide frigorigène s'effectuent en contact direct, soit l'immersion. Et l'immersion a été utilisée en Norvège en particulier depuis 1930, mais elle a été plus ou moins mise un peu de côté pour des raisons de non-maîtrise directe de la quantité de sel qui pouvait venir de l'immersion. C'était solution saline des chlorures de sodium ou des chlorures de calcium.
et qui pouvaient pénétrer dans le produit. Et il pouvait aussi avoir une contamination croissée. Et pour donner aussi des informations sur la faisabilité, il y avait aussi un problème de la corrosion qui pouvait importer ces solutions salines aux échangeurs. Donc ça avait freiné beaucoup le développement de ces technologies. Mais maintenant, dans ce projet, on la revoit comment? Il faudrait tout d'abord, les solutions salines, elles sont très bien parce qu'elles sont des faibles viscosités. Donc pour les agiter ou pour faire un mouvement dans ces solutions qui nécessitent une certaine agitation, on a besoin que la viscosité soit faible. Donc du coup, les solutions sont bien, mais il faut protéger les équipements, il faut protéger les surfaces avec des recouvrements particuliers. Et aussi les produits. Pour éviter que les produits prennent, il y a un transfert de masse entre la solution saline et le produit doit être préemballé sous vide, par exemple. Donc les températures sont assez basses selon le type de sel, entre moins 21 minimum pour le chlorure de sodium, moins 55 pour le chlorure de calcium. Dans les tests qu'on a fait, en fait, pourquoi la congélation par immersion est très compétitive? D'une part, c'est par la vitesse de transfert des chaleurs. Donc, on parle ici des coefficients de transfert. Quand on parle des coefficients de transfert, c'est la vitesse à laquelle la chaleur va être sortie du produit. Donc, quand on a un produit dans une chambre froide, ce coefficient, cette vitesse de transfert, ça va être de l'ordre de 5 à 10, pour donner un ordre d'idée. Quand on met une ventilation forcée, la congélation forcée, à convection forcée, ça va être de l'ordre de 50, donc c'est déjà 5 fois plus. Mais si on utilise l'immersion, donc là on parle à peu près 400, 500 la vitesse de congélation, enfin le coefficient de transfert, une espèce de constante qui nous parle de la vitesse à laquelle se transfère la chaleur. Donc, et si on compare avec le cryogénie, qui est beaucoup plus élevé, le coefficient de transfert, ça reste très compétitif. Donc, on a une efficacité redoutable. Donc, pourquoi ne pas l'utiliser? Si on fait un bilan de l'énergie nécessaire pour congeler un produit, donc dans une chambre froide, on sait que la chaleur totale à enlever d'un produit, ça va être donc la chaleur du produit. Mais si c'est dans la convection forcée, si c'est dans un tunnel, on doit aussi prendre en compte l'énergie qui est apportée par les ventilateurs. Donc, il n'est pas négligeable. Par exemple, l'énergie apportée par tonne pour des ventilateurs, c'est de l'ordre de 1 kW. Donc, si j'ai 100 tonnes, j'ai tout de suite, et 10 heures de congélation, j'ai tout de suite 1000 kWh que je peux économiser si je n'utilise pas la congélation à air forcé. Donc, si je fais la supposition que mon coefficient de performance de la machine frigorifique à température négative est de l'ordre de 2, ce qui est une supposition assez logique, donc je vais avoir à peu près 500 kWh de travail de compression qui vont être économisés. Donc, effectivement, on peut imaginer que ce type des technologies par immersion soit très intéressante. Maintenant, qu'est-ce qu'on a fait, nous, pour la tester? En fait, tout d'abord, on a utilisé un fournisseur d'équipement norvégien, Magma Fresh Process, et c'est nos collègues de Syntef qui ont effectué les tests. Et donc, les idées principales, c'était d'effectuer une précongélation du produit dans un système à immersion. Précongélation, ça veut dire amener le produit à une température, pas la température finale souhaitée, mais partiellement, on va congeler le produit. Donc, on va faire une précongélation. Dans ces cas-là, c'était le macro. Donc, on va amener le produit à une certaine température qui lui permet de passer dans une deuxième étape dans un tunnel de congélation à air forcé.
Et là, on pourra imaginer de réduire le temps d'utilisation et l'énergie consommée par le deuxième tunnel. Donc, des macros ont été instrumentés en surface, à cœur et au niveau de la queue. En fait, c'est important pour les macros que la queue soit flexible. En fait, je vais vous expliquer ça pourquoi tout à l'heure. Donc, voici par exemple les cinétiques des précongélations. Au niveau, la première courbe, c'est la température en fonction du temps pour différents types de mesures, soit des e-boutons, soit des thermocouples, qui ont été placés sur la peau ou bien au centre de notre macro, ou bien dans la queue. Et en fait, on voit bien qu'on a, pour attendre moins 14 au cœur, le fluide était à moins 14. On a besoin de presque 3 heures, 160 minutes maximum. Mais par contre, la queue, c'est beaucoup plus court. Alors, en fait, ces courbes-là montrent un comportement logique. Bien sûr, la peau, elle va se mettre à congeler plus vite que le centre et la queue encore plus vite aussi que le centre. Alors, pourquoi c'est important que la queue ne soit pas complètement congelée dans le cas des macros? C'est parce qu'en fait, pour pouvoir rentrer 20 kg des produits dans une boîte, il faut que la queue soit certainement flexible parce que pour rentrer les 20 kg, il fallait les empiler avec une certaine flexibilité des produits. Et donc, avec l'industriel, ils sont donc déterminés un degré de flexibilité qu'ils devaient avoir. À moins 5 degrés dans la queue, on n'arrivait pas à plier le macro, donc il fallait arriver plutôt à moins 2,7 au niveau de la queue pour pouvoir rentrer nos 20 kg dans une boîte destinée à finir la congélation dans un tunnel. Donc, une fois qu'on a effectué la précongélation, on le passe dans un tunnel classique, des convections forcées, et on voit bien donc, dans la courbe du centre, la courbe qui est la courbe bleu foncé, que la congélation finale à moins 18, on l'attend à 12 heures si on a précongelé. Si on n'a pas précongelé, c'est 16h05. Donc, effectivement, on voit ici un gain de temps, ça veut dire aussi un gain des consommations énergétiques. Et on a effectué le même type de test, mais cette fois-ci sur du saumon. Et d'une manière similaire, on voit bien que si on veut avoir une précongélation à moins 5, on va avoir une variation entre 172 et 242. Ça, c'est lié à la taille du poisson, parce que c'est vrai que si c'est un petit poisson ou un plus grand, les variations, c'est là. Mais si on arrive à moins 14, donc on a 472 minutes, alors que si on fait dans l'air tunnel, on va avoir jusqu'à 2 heures de plus pour arriver à la congélation finale. Donc, on voit bien que le poisson a été emballé sous vide et qu'on voit aussi qu'avant congélation, donc on voit la forme, en fait, l'aspect, après la congélation, et ensuite on l'a décongelé pour voir comment le produit s'était né. Et on a vu exactement le même type de structure. Donc, là, on était content. Donc, ça veut dire qu'il y a un potentiel très intéressant de la congélation par immersion. Si on protège nos produits, s'ils ne sont pas en contact direct avec la saumure, d'une part, par les transferts thermiques qui sont beaucoup plus élevés, 400, 500, des coefficients de transfert, c'est 10 fois plus grand que dans un tunnel. Pas tous les produits sont adaptés, évidemment. Si on a une pâtisserie, on ne peut pas mettre sous vide parce qu'on écrase la structure du produit, ça va être compliqué. Mais si c'est un produit ferme, on peut toujours y aller. Après, il y a un problème, un effort à faire, puisque industriellement, en Norvège, il n'y a pas eu de... Comment dirais, les industriels ne sont pas forcément tous prêts à investir dans l'immersion, mais parce que c'est une nouvelle technologie, on veut être sûr que ça va marcher avant de faire les investissements dans ça.
Autre chose qui est importante, c'est qu'on doit aussi optimiser la boucle, parce que pour congeler par immersion, on doit agiter, et donc on doit estimer l'énergie utilisée par les agitateurs pour générer cette convection forcée de la saumure. Donc pour tout ce qui est cet exemple, on va arrêter là. Maintenant, je vais passer la parole à mon collègue Denis Leduc, qui a la paternité de cet outil, l'outil qui est disponible sur Internet, qui permet d'évaluer les émissions de CO2 de votre chaîne d'approvisionnement. Bienvenue. Merci. Donc, effectivement, parmi les différents produits délivrables et démonstrateurs du projet ENAF, on a choisi donc de vous présenter cet outil qui nous tient à cœur parce qu'il est principalement développé par INRAE. Et il s'agit donc d'un outil de simulation de chaîne logistique alimentaire. Et dans les différents résultats de la simulation, vous avez notamment l'estimation de la consommation d'énergie, l'estimation des émissions de CO2, mais également l'évolution du produit, de la qualité du produit, qu'elle soit organoleptique ou sanitaire. Donc globalement, on en a déjà parlé tout à l'heure, l'alimentation c'est environ 30% des émissions de CO2 parmi les émissions totales. Et on estime qu'un tiers est attribuable à ce qui n'est pas la production, donc après la ferme, à la sortie de la ferme, jusqu'au consommateur. Donc c'est ce qu'on appelle la chaîne du froid pour les produits périssables, ou une chaîne logistique alimentaire. Et donc ces sources d'émissions, elles sont les combustions de carburant pour le transport, les fuites éventuelles de frigorigènes, la génération, l'utilisation de l'énergie en termes d'électricité, en termes de chaleur, l'emballage aussi, qui a quand même un impact important aussi, dans certains cas, et également la perte de produits. Quand on parle de produits périssables, il va y avoir une partie des produits qui vont être perdus tout au long de la chaîne, et ça occasionne des émissions de CO2 qui pourraient être évitées. Donc dans les 1 tiers, les plus gros postes sont quand même en général attribués au transport et à l'emballage. Donc cet outil permet d'évaluer et d'optimiser les émissions de gaz à effet de serre. Donc il permet de simuler une chaîne pour notamment pouvoir identifier la contribution des étapes les plus importantes, quelles sont finalement les étapes tout au long de cette chaîne qui ont les plus grosses émissions de CO2. Et évaluer également l'impact de logistique. On ne regarde pas simplement le fait de changer les technologies, mais peut-être aussi de changer l'organisation des chaînes logistiques. Par exemple, on parle beaucoup de chaînes locales par rapport aux chaînes à longue distance. C'est des choses que vous pouvez simuler et évaluer en termes d'émissions de CO2. Et voilà, le public à laquelle on destine cet outil, ça peut être des industriels, des chercheurs, des étudiants, des personnes du gouvernement, ou de manière générale, un peu tout le monde, puisqu'en fait ce logiciel est accessible gratuitement, donc n'importe qui peut l'utiliser et essayer de faire quelques simulations. C'est un outil qui est dérivé d'un outil qu'on avait déjà développé auparavant lors d'un précédent projet européen, qui lui avait pour objectif de simuler une chaîne du froid et non pas la chaîne logistique de n'importe quel produit, et donc qui permettait d'évaluer l'évolution de la qualité du produit, la consommation d'énergie, les impacts de CO2. Donc un peu la même chose, mais là on balaye beaucoup plus large parce qu'on va balayer la majorité des produits alimentaires. Donc ce produit était cet outil logiciel était sous MATLAB, et donc une des premières étapes dans le projet, ça a été de le passer en application web, ce qui a beaucoup d'avantages, notamment au niveau de la maintenance, mais aussi au niveau de l'accessibilité pour l'utilisateur, parce que vous avez besoin juste d'un navigateur et vous avez tout de suite accès au logiciel, il n'y a rien à installer.
Et donc, ce qu'on a ajouté par rapport à l'outil qui existait, c'est les procédés alimentaires, notamment, ce qui est par exemple procédé de chauffage, procédé mécanique, la partie transport, qui n'était pas inclus dans l'outil précédemment. Et donc, vous allez avoir toutes les émissions de CO2 qui sont liées au transport lui-même, et non pas seulement au groupe frigorifique pour les produits périssables, les emballages, les sources d'énergie renouvelables, et on a augmenté et on augmente encore la base de données des produits pour lesquels vous pouvez simuler des chaînes logistiques. Voilà, donc en gros globalement, lorsque vous avez l'interface du produit de l'outil, vous avez sur la gauche une liste des blocs que vous pouvez glisser, et puis vous pouvez déplacer ces blocs, les éditer, spécifier quelles sont les technologies qui sont utilisées, est-ce qu'en réfrigération, quel fluide vous utilisez, quel type de groupe frigorifique, etc. Et donc tout est personnalisable, et lorsque vous avez défini cette chaîne, eh bien, vous pouvez lancer la simulation. Alors je vais prendre un exemple, par exemple on va simuler une chaîne d'approvisionnement du saumon qui viendrait de Norvège, donc on va avoir une étape de transport de 3000 km. Il sera intéressant de voir un peu l'impact des différents types de transport. Donc si on construit cette chaîne et qu'on construit 3 chaînes différentes, une avec le rail, une avec le train, une avec le transport ferroviaire, une avec le transport routier et une avec le transport aérien, eh bien on va avoir comme résultat, par exemple, que le produit ayant été transporté plus rapidement pour l'aérien a effectivement une qualité un peu meilleure, mais vous pouvez en voir sur le graphique en bas à gauche que les émissions de CO2 pour le transport aérien sont nettement plus importantes dans ce cas-là que pour le transport ferroviaire ou le transport routier. Voilà, ce sont des choses que vous pouvez faire très rapidement, très facilement sur l'outil. Un autre exemple, et qui est un exemple assez classique, qui est souvent cité en analyse de cycle de vie sur les émissions de CO2 pour la pomme notamment, c'est comparer des produits qui viennent de très loin, en fait de Nouvelle-Zélande. C'est quelque chose qui se fait dans beaucoup de pays européens, où pendant une certaine période de l'année, pendant une certaine saison, vous allez trouver dans les magasins des pays qui ont fait 26 000 km en bateau, qui ont un état de qualité qui est quand même bon, parce qu'on arrive à maintenir les produits en assez bonne qualité, et qui vont entrer en compétition avec des produits qui sont des produits locaux, enfin des produits nationaux ou européens, qui eux ont été stockés un petit peu plus longtemps à une certaine époque de l'année, par exemple au mois de mars ou au mois d'avril, parce que les récoltes n'arrivent pas au même moment dans les deux hémisphères. Donc, il est toujours intéressant de se poser la question quel est l'impact finalement de ces stratégies vis-à-vis des émissions de CO2. Et ici, par exemple, si vous simulez avec l'outil, et ça rejoint les conclusions sur le graphique de droite d'une étude de l'ADEME, vous avez quand même les émissions qui sont pour ces produits-là 10 fois supérieures à un produit qui serait européen ou national. Donc voilà, c'est ce genre de simulation qui peut être vraiment fait très facilement et très rapidement. C'est des exemples, on pourrait en donner beaucoup. Par exemple, vous pouvez aussi simuler quel est l'impact finalement, comment on peut comparer des chaînes logistiques où on fait de la livraison à domicile, où c'est le client qui va chercher sur le site de livraison. Comparer donc des modes de transport, ce qu'on a donné comme exemple. Comparer le coût en termes d'émissions de CO2 de la réfrigération, c'est souvent une discussion qui revient assez souvent. Quelle est finalement la part des émissions de CO2 liées au fait qu'on refroidit les aliments? Comparer les différentes techniques de réfrigération. On a parlé par exemple la congélation et la réfrigération. Et il y a d'autres techniques comme le super chilling, on en a parlé tout à l'heure. L'impact, une discussion qui revient également assez souvent maintenant, qui redevient d'actualité, c'est est-ce que finalement la limite de température des moins 18 degrés ne pourrait pas être revue pour certains produits moins sensibles? Quel est l'impact des émissions de CO2? Quel serait l'impact sur les évolutions de qualité du produit? Voilà, tout ça, c'est des choses qu'on peut simuler. Je dirais que la limite, c'est l'imagination de celui qui utilise le produit. Voilà, c'est un produit qui est encore en développement, mais vous pouvez le tester actuellement. Il est déjà disponible à l'adresse ici que vous voyez sur le transparent. Voilà, donc
L'outil dont je vous ai parlé, spécifique chaîne du froid, il existe toujours. Il peut être aussi téléchargé sur l'adresse que vous voyez ici. Donc cet outil, on continue à travailler. On est à la moitié du projet à peu près. Donc il y a encore quelques années, au moins 2 ans pour travailler dessus. Mais on a déjà quelque chose qui permet de faire pas mal de choses. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir. Donc les principales évolutions qui restent à ajouter en fait à ce produit, ce sont des suggestions de solutions en fait pour essayer de réduire les émissions. Lorsque vous allez construire votre chaîne, non seulement vous allez avoir les résultats en termes d'émissions de CO2, d'énergie, d'évolution de qualité du produit, mais il va y avoir un ensemble de suggestions qui vont se faire d'après ce que vous avez rentré et qui vont proposer des solutions possibles pour réduire les émissions de CO2. Voilà. Donc on voulait aussi faire une petite annonce au mois de juillet à Paris, le 5 juillet. On va faire une présentation beaucoup plus grande de ce que vous avez vu aujourd'hui, avec beaucoup plus de démonstrateurs qui vont être présentés. Je présenterai l'outil également. Il y aura les feuilles de route seront présentées également. Donc vous êtes tous invités. Ce sera une présentation destinée principalement aux industriels. Je pense que beaucoup d'entre vous pourraient être intéressés par cette présentation. Voilà. Merci pour votre attention. Est-ce que vous avez des questions? Oui, vous avez évoqué rapidement la CV. Est-ce que l'outil Frisbee, on est seulement sur un impact gaz à effet de serre ou ça prend en compte tous les impacts du spectre ACV? Effectivement, là, actuellement, on ne fait que l'estimation des émissions de CO2. C'est le principal impact, c'est l'objet du projet également INAF de regarder cet aspect-là particulièrement. Il est clair que les impacts environnementaux sont beaucoup plus larges, notamment tous les aspects qui sont typiquement calculés par l'analyse de cycle de vie. Il y en a même d'autres, tels que des impacts sociaux de certaines technologies, des impacts sur la biodiversité, qui sont encore des choses qui sont difficiles à quantifier quelquefois. Ça fait partie de notre futur, je dirais, de l'évolution du produit, enfin du logiciel. Et de notre recherche de manière générale. Mais actuellement, c'est que les émissions de CO2. Merci. Et j'ai une deuxième petite question. Est-ce que les données sous-jacentes au logiciel sont en libre accès? Alors actuellement, non. Il est librement utilisable, donc vous pouvez l'utiliser sans quitter de droit ou quoi que ce soit. Le source n'est pas diffuse actuellement, c'est une discussion qui revient assez souvent. Non, actuellement, pas pour l'instant, je dirais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, j'avais une question pour Madame Alvarez. Vous avez présenté dans votre présentation les mesures en évoquant les TRL de 5 à 7, donc c'est une mesure, une méthode qui est, je pense, suivie pas mal par l'Union européenne. Et ma question, c'était par exemple, en reprenant votre exemple des supermarchés, comment on pouvait aller jusqu'à une échelle de 8 et 9, je crois, il y a 9 niveaux, et sous quelle durée raisonnable, dans un pays comme la France, par exemple. Ouais, dans le cas de la roadmap et par exemple pour le supermarché, effectivement, il y a eu 95 technologies qui ont été analysées, étudiées et testées en modélisation. Et il y a des démonstrateurs, des meubles de vente qui sont en développement. Et par exemple, il y a ici à ma gauche, il y a un créateur d'un démonstrateur des meubles de vente qui sera présenté, mais je le laisse expliquer son démonstrateur. Ce que je voulais peut-être ajouter à la réponse, c'était dans les 95 technologies, par exemple, pour
le froid commercial, ça concernait l'étape de la vente. Certaines sont des technologies avant TRL7 et qui font d'ailleurs certaines l'objet de démonstrations. Donc l'idée du démonstrateur, c'est de les passer de la TRL 4.5 vers 7. D'avoir quelque chose qui a déjà été testé en environnement représentatif du futur environnement de l'outil. Mais dans ces technologies, il y a également des technologies qui sont disponibles. Par exemple, les fermetures les portes, les choses comme ça. Ce sont des choses qui sont déjà disponibles et qui sont déjà des TRL 8, 9. Donc, dans le cas de ce démonstrateur, par exemple, nous, on a un meuble de vente qui permet qui a une unité de stockage de froid. Et donc, ça permet de réaliser notamment des effacements en électrique. C'est-à-dire que vous pouvez arrêter pendant 1 à 2 heures le meuble sans avoir... Et il y a une unité qui va compenser l'arrêt du compresseur, en fait, et qui va délivrer le froid, un froid qui aurait été stocké auparavant. Voilà, ça, typiquement, ce sont des technologies qui n'existent pas encore actuellement. Nous, dans le projet, on collabore avec un fabricant de meubles et on va tester ces technologies dans un supermarché, en fait, pour pouvoir montrer quels sont les impacts et quel peut être si la technologie fonctionne, elle fonctionne déjà à ce niveau-là, mais comment elle fonctionne dans un environnement quasiment final pour l'outil. Et ensuite, je dirais que c'est le rôle des constructeurs, des équipementiers, de diffuser les technologies et notre rôle aussi de communiquer sur ces technologies pour essayer de passer au niveau suivant, quoi. Oui, si je peux compléter par rapport à votre question, en fait, nous, on sait aussi que chacune des technologies qu'on a suggérées dans les différentes feuilles de route, ça a un coût. Et en fait, il y a dans le projet une analyse économique aussi pour savoir en combien de temps on peut récupérer l'investissement et aussi quelles sont les différentes sources de financement qui pourraient être, quelles sont les aides différentes et variées pour justement accompagner le changement de ces technologies dans les différents secteurs. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Merci beaucoup de votre présence et puis vous êtes invité à Paris le 5 juillet. Merci.